Cet après-midi, Luxembourg Stratégie va présenter une possibilité de diversification de l'économie du Luxembourg. Donc, j'aimerais bien vous ramener au Luxembourg. Et je voulais vous demander si vous pourriez donner vos avis sur pour combiner technologie, comportement et solutions basées sur la nature, quelle diversification voyez-vous pour l'économie luxembourgeoise? Qui est le premier? Je proposais deux pôles. Alors, un dont je fais déjà référence, c'est le curriculum pour le XXIe siècle, parce que les politiciens, ils doivent avoir le courage d'annoncer des mesures qui sont peut-être pas populaires. Mais tous ceux qui ont des enfants, ils ont l'expérience que de temps en temps, il faut dire des choses qui ne sont pas populaires aux nos enfants. Mais on les dit quand même pour leur bien-être. Et quand ils comprennent pourquoi quelque chose n'est pas permis, ils n'aiment pas, mais ils comprennent. Et donc, ça aide leur acceptance, la capacité d'accepter ce qu'on dit en tant que parent. Alors, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est en fait, Pascal, dont on a parlé un petit peu là dans la pause, pour diversifier l'économie de Luxembourg. Et une chose est assez plein, vous pourriez produire plus de choses que vous maintenant importez. Et ce n'est pas du tout logique de point de vue économique. Parce que le monde que nous avons créé maintenant, c'est une économie globalisée. Pourquoi? Parce qu'on a super optimalisé les frais de production. Moi, j'ai fait un MBA, donc un type horreur de business school. Et là, nous avons appris que la meilleure façon de produire, c'est de chercher où dans le monde le main-d'œuvre est le moins cher. Et là, on met une très grande implantation et puis on exporte par tout le monde. Mais il y avait deux choses à quoi nous n'avons pas pensé. Premièrement, quels sont les frais d'énergie pour le déplacement? Et deuxièmement, est-ce que le CO2 a un prix? Le gaz à effet de serre. Alors, si ces frais n'existent pas ou sont très peu, effectivement, ce qu'on nous a appris à l'époque est la réponse correcte. Et donc, ce que je disais dans la pause, Pascal, c'est bien sûr, si vous alliez produire des choses au sein de Luxembourg, ça serait peut-être une sous-optimalisation auprès d'importer le moins cher. Mais ça vous donne un peu de résilience dans le cas qu'il y a des ruptures dans le supply. Et il faut réaliser, quand on ne le fait pas, on le paye aussi. Parce qu'il y aura plus d'énergie dépensée à le transport. Est-ce que les conditions de production en Chine ou en Inde sont les mêmes qu'en Europe? En fait, moi, j'ai travaillé avec la Commission européenne pour modifier les systèmes ETS, parce que selon les règles de la Commission européenne, quand une entreprise ferme au sein de l'Europe et commence à produire hors de l'Europe et fait l'importation de produits, c'est dédié comme gaz à effet de serre réduit. Et j'ai dit, mais c'est pas réduit, c'est juste déplacé, c'est pas réduit. En fait, c'est même possible que là, par tonne de produit, il émet plus de gaz à effet de serre. C'est quoi ça? Donc, vous avez peut-être entendu que début de cette année, on a accepté dans le Parlement le CBAM. Notre équipe disait KBAM. Et KBAM ou CBAM, c'est Carbon Border Adjustment Mechanism. Et ça veut dire, vous pouvez produire n'importe où dans le monde que vous voulez, mais si vous importez ce produit au sein de l'Europe, on va vous dire, vous devez payer pour le gaz à effet de serre que vous avez émis, et peu importe si vous allez faire en France ou en Inde, vous payez ici. C'est ça le marché de destin. Aussi pour garder la compétitivité dont le ministre a parlé hier, la compétitivité et le level playing field, il est très important de faire des choses comme ça. Voilà, nous avons donc 3 pistes. Les compétences, les curricula, substituer les importations et protéger les marchés moins carbonés. Monsieur Allegrezza? Oui, excusez-moi d'avoir une vue un peu plus nuancée sur ces questions. Il faut savoir que le Luxembourg est un pays très, très ouvert. Nos exportations, ça fait 180% du PIB. Nous avons ici une main-d'œuvre qui
à 75%, si je prends les résidents non luxembourgeois et les frontaliers, 75% sont non luxembourgeois. On a des frontaliers, ça représente après 45%, même plus, de la main-d'œuvre. Donc les investissements, ça vient un peu de partout. Donc on est un pays extrêmement ouvert. Donc substituer aux exportations des productions locales, ça me paraît très très peu plausible, voire complètement dangereux. Voilà. Donc ça c'est pour le cadrage général. Mais pour répondre à cette question, je pense que qui nous anime ici, c'est finalement quoi? Mais c'est de décarboner notre économie, notre société. Et là, mon institut, à la demande du gouvernement, a remis un rapport que c'est un peu le Pisani-Mafouze luxembourgeois. On a remis un plan qui s'appelle le PNEC, excusez le barbarisme, mais c'est le plan national énergie-climat, qui, sur le long terme, donc 2030-2050, montre qu'avec une croissance économique substantielle et une augmentation substantielle de la population, on arrive quand même à décarboner tout simplement. Pourquoi? Parce que on mise évidemment sur tout ce qui est électrification, notamment du parc automobile. On mise sur une augmentation des taxes CO2, donc on fait remonter le prix du carburant au point de décourager ce qu'on appelle ici le tourisme à la pompe. Il est prévu dans ce plan qu'on arrête les chauffages au fioul, on sait que c'est très controversé, pour les remplacer par les pompes à chaleur. Et dans le résidentiel, eh bien, tout le résidentiel toutes les nouvelles constructions seront aux normes les plus avancées sur les émissions de CO2. Et nos projections, ainsi que les simulations macroéconomiques qu'on a faites, montrent que cette stratégie de découplage est tout à fait possible. Ça coûte cher, moins d'ailleurs que dans les études qu'on a trouvées, parce que les recettes de CO2 viennent un peu atténuer les dépenses sur les finances publiques, mais en mettant c'est un gros pourcent de PIB en plus qu'on devra jusqu'en 2050 presque qu'on devra augmenter les dépenses. Donc il y a aussi un gros effort d'investissement dans les infrastructures. Mais là, si ces mesures sont mises en œuvre, et c'est là tout le débat. Le débat, c'est est-ce qu'on est capable de mettre en musique, d'exécuter ces réformes dont on a vu avant que les électeurs, les habitants ne sont pas enthousiastes lorsqu'on leur demande de faire ces changements. Eh bien, toute la question, c'est est-ce qu'on arrivera d'une façon, soit par du nudging, c'est-à-dire de pousser les gens sympathiquement par de l'information, ou par des impôts, ou par la réglementation, à changer drastiquement leur comportement. Si on arrive à faire cela, on peut tout simplement atteindre ces objectifs. Donc c'est une stratégie viable de découplage qu'on appelle parfois la croissance verte. Elle est tout à fait possible. Je la défends parce qu'on l'a calculée. Mais elle dépend évidemment de la volonté politique, de l'acceptation par la population et par la capacité d'imposer ces mesures du point de vue des pouvoirs publics. Donc c'est une stratégie tout à fait possible et je vous rends attentif que dans le nouveau bouquin des auteurs de Limit to Growth, des gens comme Jürgen Randers qui était à Luxembourg récemment, dans son bouquin Earth for All, fait exactement cet exercice. Dans le Great Leap, il montre que au niveau mondial, si on joue de cette stratégie, c'est tout à fait jouable. Donc je suis d'accord que les Chinois vont peut-être plus nous livrer de terres rares, qu'il y a plein de problèmes, qu'on sous-estime un certain nombre de choses, mais si on ne fait pas ça, honnêtement, on arrête. Il n'y a plus d'espoir. C'est no future. Donc je pense que la stratégie de découplage, la croissance verte, elle est tout à fait jouable et mettons-nous à la tâche. Sur quoi est-ce qu'on va se baser? On peut y revenir après. Quelles sont les activités sur lesquelles on peut prospérer? Ça, c'est encore un autre débat. Vous avez maintenant fait les 3 questions déjà que je voulais poser à tout le panel. On a l'impression que vous avez vraiment des choses à dire. Donc, je voudrais recadrer ma question.
Comment diversifier, comment combiner les solutions techniques, comportementales qu'on a entendues ce matin avec M. Demargerie et naturelles? Quelle économie différente, diversifiée vous voyez, M. Demargerie? Et j'invite à ne pas partir de l'existant, mais à vous baser sur la méthode prospective, vous projeter dans un autre avenir et ne pas prolonger la supposée normale. Oui, alors ça, c'est évidemment l'exercice le plus difficile à faire. Je crois qu'il y a une ou deux choses qu'on commence à apercevoir sur la manière dont on va cheminer vers quelque chose de différent. Je dis juste un mot sur ça parce que, en France, en tout cas, on le voit de manière très claire sur un sujet particulier, qui est que la décarbonation, elle va largement prendre la forme d'une électrification. Et le recours accru à l'électricité est quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de faire aujourd'hui, parce que nous n'avons pas les capacités suffisantes à mettre en face des besoins nouveaux si ceux-ci devaient croître très rapidement. Nous avons un système de production d'électricité qui a été fragilisé par une crise industrielle qui n'a pas de précédent sur notre parc nucléaire, qui est peu disponible ces temps-ci. Et nous avons donc devant nous, en fait, un séquencement d'étapes qui va nous amener à une configuration économique un peu différente. La première étape, qu'on le veuille ou non, sera une étape de sobriété. Et dans cette économie de sobriété, parce que nous n'aurons pas les ressources nécessaires, et en particulier en électricité, nous allons avoir des changements de comportement. La bonne nouvelle, c'est qu'au moment du Covid et au moment de la guerre russe en Ukraine, nous avons vu des changements de comportement beaucoup plus rapides, beaucoup plus spectaculaires dans leur ampleur que tout ce que nous avions anticipé. Et donc, il y a une possibilité que les comportements changent dans le bon sens assez vite. Mais il y a une limite à ça. Et c'est ce que nous avons testé avec la crise des Gilets jaunes en France, c'est qu'alors même que vous menez une politique que vous croyez raisonnable et bien conçue, et que vous l'annoncez à l'avance, à un moment, la société bloque. Or, la société, en France aujourd'hui et dans beaucoup de pays d'Europe, est fragilisée par la montée des oppositions radicales. Et donc, ce scénario de la sobriété, il est fragile politiquement et il est fragile socialement. Si on réussit quand même à le faire advenir, alors nous allons vers une économie qui sera prête pour, à nouveau, une forme de croissance verte. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Serge Allegrezza sur ça, dans laquelle la configuration économique, et là c'est beaucoup ce que Hans a dit, dépendra moins de l'énergie, parce que l'énergie sera devenue durablement relativement plus chère par rapport aux différents intrants de la croissance. Et donc nous serons dans une croissance plus économe en énergie, et ça fait un modèle économique assez différent. Ça fait un modèle où les services rendus par des personnes physiques en présence deviennent plus importants. Ça fait un modèle où l'investissement dans les infrastructures à faible coût de maintenance et à faible coût de fonctionnement devient plus important. Et donc effectivement une économie où on prend plus de transports collectifs, on est plus dépendant d'une électricité mais qui elle-même a été rendue plus résiliente et qui du coup a une répartition sectorielle, je ne dirais pas radicalement différente, mais sensiblement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Pour parler, sauf si vous voulez intervenir l'un par rapport à l'autre, sinon je lance une autre question. Donc, mon autre question, hier, le président Macron a annoncé le plan de planification écologique pour la France en plusieurs points, qui est un plan diversifié, on peut dire. Il y est prévu des grands travaux, il y est prévu des RER dans plusieurs villes, il y est prévu une meilleure souveraineté, une mainmise aussi sur le sous-sol et sur les ressources présentes sur le territoire, suivi avec énormément d'investissements et de financement aussi dans les services publics. Je voulais vous demander, que pensez-vous devant les écoles qui disent, comme Pierre Feltz qu'on a entendu en juin ici, qui disent que le rôle de l'État à l'avenir sera de beaucoup plus investir dans les secteurs non marchands et non productifs, qui sont l'éducation, la santé, la sécurité, l'environnement, la mobilité, donc les services publics. Je voulais aussi, au choix,
vous entendre quels grands travaux vous pensez une économie doit apprendre pour la sécurité énergétique notamment, et puis vous demander pour une planification économique quel sera le rôle de la prospective. Je pense que un concept qui est très important, c'est notre métabolisme énergétique et de matériaux. Et bien entendu, on l'a entendu déjà lors de cette conférence, l'isolation des foyers, c'est très important parce que si je peux améliorer la performance thermique de votre maison, vous pouvez avoir votre 21 degrés avec moindre énergie. Donc, c'est logique. Mais, comme le disait aussi Gilles, peut-être avec la sobriété, peut-être il faut aussi réduire un petit peu le thermostat de 21 à 20 ou même à 19 degrés. Et peut-être il faut porter une pull à la maison. Et quand on a la coutume de faire ça, après une certaine période, ça devient le nouveau normal. Ce qui est extrêmement important, et j'étais vraiment heureux d'entendre vous, Bertrand, de voir qu'il est très important pour la population d'avoir un sentiment de justice, que ce n'est pas que moi ou la classe ouvrière, c'est vraiment pour tout le monde, et de persuader les gens que ça c'est effectivement le cas, ça leur rend beaucoup plus facile à porter cette poids, parce que c'est beaucoup plus facile de monter que de descendre. Mais si la descente est un impératif qui est imposé par la nature, par la physique, et on le fait ensemble, c'est quelque chose, surtout nous, on peut faire. Il y a une chose que j'ai souvent dans les débats, en fait, j'étais sur une conférence à Prague pour le secteur financier, et là, j'ai expliqué tout d'abord le stock et flow, ce que bien entendu les banquiers comprennent très bien. Qu'est-ce que vous auriez plutôt avoir 500 millions d'euros aujourd'hui, ou un revenu de 1 euro par an, même vous avez un temps de vie de 1 milliard d'années. Vous préférez quand même 500 millions d'euros aujourd'hui, parce que vous ne pouvez plus faire. Et puis je leur ai dit, est-ce que vous comprenez effectivement ce que c'est l'argent? Et le banquier disait, il y a toute cette histoire, mais il ne comprenait pas ce que c'est l'argent. L'argent, en fait, est une claim sur l'énergie. Parce que tout ce que vous voulez acheter des biens ou des services, on a besoin de l'énergie pour les fabriquer. Et on ne peut pas produire plus d'énergie. On peut le produire plus vite, mais on ne peut pas produire plus. Et donc nous sommes aussi, et ça c'est aussi dans le petit cadre à côté droite, mais je n'ai pas eu le temps pour l'expliquer, une menace que nous avons, c'est pour notre système financier. Parce que les dettes ont monté. Avec les ruptures, il y a plus de prêts qui ne seront pas repayés, qui sera à la frais pour la banque. Donc la profitabilité du secteur financier sera plus pénible. Bien entendu, il y a l'État toujours qui peut faire le soutien, mais grosso modo, ça c'est une certaine pénurie, pas dans les ressources et l'énergie, mais dans notre capacité de faire des choses. Quand on a moins d'énergie disponible, on est moins capable de gérer des choses dans notre environnement. Et ça, c'est une conscience qu'il faut avoir. Mais aussi, vous avez raison, vous aussi, Gilles, vous avez parlé de résistance, ou c'était quelqu'un d'autre qui a parlé de résistance. La solidarité, le sens que c'est une justice sont des dimensions très importantes. Et ça, c'est une tâche pour le monde politique. Peut-être pas pour cette année ou cette période-là, mais c'est une nouvelle dimension qu'on doit faire acceptance. Si on veut au moins arriver dans le prochain siècle de façon civilisée et paisible. D'accord. Parce qu'on va y arriver, mais ce sera bien de faire sans guerre et de façon civilisée. Merci. Je peux juste, je crois qu'il y a toujours une confusion qu'on fait lorsqu'on parle de biens. Il faut toujours voir quel est l'impact sur la matière et l'énergie. Par exemple, on dit remplacer des biens, la consommation par les liens. C'est-à-dire on est tous ensemble, on s'aime bien, on discute, etc. La question c'est, est-ce qu'avoir des liens, ça consomme de l'énergie? Oui, je suppose, puisqu'il faut manger, être en bonne forme, mais beaucoup moins. Partager les communs. Aller à la bibliothèque, par exemple, plutôt que d'aller se goinfrer ou acheter des choses dans un supermarché. On est bien d'accord. Donc il y a des activités qui ont de la valeur, qui peuvent même, dont la valeur peut augmenter, ce qui fait augmenter le PIB, horreur, mais juste parce que le prix augmente.
Et donc, il faut bien distinguer d'un côté tout ce qui est services et biens quand ils ont un impact sur l'énergie et sur la matière, et ceux qui n'en ont pas. Et ceux-là sont très, très, très nombreux. Parce que si on n'avait pas ça, on n'aurait plus rien. On ne pourrait plus rien faire. On ne se lèverait plus le matin, puis ça ne sert plus à rien. On consomme l'énergie. Donc, je crois que cette façon de voir, il faut absolument apporter cette distinction des catégories de biens qui permettent justement, qui ouvrent un espace de production, de valeur, et qui est découplé, je reviens à mon dada préféré, découplé de l'énergie, de la matière. Il y a beaucoup de choses à faire sans énergie. Vous avez raison, quand on partage voiture, bien entendu, le service de coordonner de tout cela est un service et ça rend de valeur aussi, mais ça a une voiture de moins parce qu'on la partage. Et bien entendu, vous le savez, 2 personnes ne peuvent pas partager une voiture, mais 1000 personnes peuvent partager 500 voitures parce qu'il faut la liquidité, mais c'est quand même un parcours où on va réduire le taux de matériaux qui sont en circulation parce qu'en ce moment, et vous avez raison, quand c'est le même niveau de service, quand il y a effectivement 1000 foyers qui partagent 500 voitures, ou peut-être 400, je ne sais pas, mais ils ont toujours l'accès quand ils veulent, ça ne fait pas du malheur. Et donc, vous avez tout à fait raison, tout ce qu'on peut faire pour organiser mieux, il faut le faire. Et ça augmente le bien-être. Le covoiturage, ça augmente le bien-être. Oui. Francesco fait des études très sophistiquées sur ces questions de satisfaction avec la vie. Eh ben, ce genre d'interaction coûte très peu d'énergie et économise même, mais c'est une activité extrêmement intéressante qu'on peut développer. C'est une bonne piste en avant. Monsieur de Margerie, vous vouliez encore... Juste un commentaire parce que vous aviez posé la question de quelle est la part de ce qui est public, de ce qui relève de l'État, qui résulte de tout ce qu'on est en train de se dire. On voit bien qu'il y a une tendance, pour résoudre ces problèmes, à aller vers la production de biens publics. Et la production de biens publics, c'est l'activité des personnes publiques principalement, et c'est une activité où la question de la productivité peut être considérée comme pas pertinente, mais si on la considère comme pertinente, il n'y a pas de gain de productivité sensible. Et donc, dans l'emploi, dans le PIB, ça va augmenter en termes de proportion. Nous sommes devant une ère de socialisation accrue de la production. Je crois que ça, c'est une chose très probable. Pendant ce temps, on continuera d'avoir des gains de productivité dans une sphère dont la part relative va baisser, qui est la sphère concurrentielle des produits de consommation, des produits d'équipement de toute nature, etc. Et puis, il y a la jonction des deux, ce que Serge vient de décrire, qui est ce monde où existent des biens, des équipements qu'on peut utiliser plus, dont on a un usage qui est en fait un usage privatif. Si vous allez à la bibliothèque municipale, c'est un usage privatif, et qui ont été rendus possibles par des investissements publics. Et je pense que les frontières entre ce monde de la consommation et du loisir particulier, de la production de biens publics et de ce type d'équipement, elles vont bouger, et elles vont bouger dans une direction où les individus reconnaîtront que ça leur rend un service, même si ce n'est pas un service marchand, et où on créera les conditions de possibilité de production de ces services marchands. Ce n'est pas forcément très facile, parce que, excusez-moi, on a une situation dans laquelle bien gérer des services non marchands, c'est le défi quotidien des administrations, et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'a pas les bonnes incitations, on n'a pas forcément les bons systèmes de valeur, on a la captation par différents intérêts de la production des biens publics, mais ça sera notre sujet à l'agenda des années qui viennent. Et ça, je crois qu'on peut le dire déjà avec pas mal de confiance, parce que l'ère de la sobriété de la décennie ou des décennies qui viennent en tout cas, elle va requérir beaucoup de production de biens publics. Oui. Donc on a identifié de nouvelles méga-tendances. J'ouvre les questions à la salle. Qui sont les volontaires? Allez, ne dites pas que vous avez faim à ce point. Qui sont les courageux? Voilà, quand même. Dites toujours qui vous êtes et pour qui vous parlez. Il y a monsieur ici dans le blouson vert et il y a madame Teixeira en haut. Bonjour, Georges Krambach de Landwijk. On est manufacturier. Et
toutes les discussions sont très intéressantes. Après, le Luxembourg, c'est quand même pas un pays comme les autres. On est très petit, on est très opportuniste, on est un peu, voilà, on profite des niches, hein, et donc on est réactif. Mais on a aussi un système électoral qui est différent des autres pays, qui autorise le panachage. Donc, et le panachage a beaucoup d'avantages, mais il a aussi un grand désavantage, c'est qu'il pénalise les décisions. Donc, un politicien a tout intérêt, pour être élu, à ne pas prendre de décision pas agréable pour l'électeur. Sinon, il est directement pénalisé. Et ça rend un peu fluide, en fait, l'évolution et les grands changements. Et du coup, est-ce que vous avez des recommandations d'un point de vue système d'élection, ou est-ce que vous avez des benchmarks pour d'autres pays qui ont fait ces grands changements ou qui ont mis en place des nouvelles solutions pour la sobriété? Le Luxembourg n'est pas propice à la sobriété, hein, d'un point de vue culturel, mais du coup, voilà, comment pousser les politiciens à prendre ces décisions et quels sont les pays qui sont avant-gardistes dans cela? Moi, je n'ai pas une réponse, mais c'est une très bonne question, et une question très pertinente, mais j'ai deux perspectives. Donc, en fait, quand on pense ce que c'est une démocratie, en fait, c'est une chose qui est très bizarre. Quand il concerne le sujet dont on parle maintenant, donc l'avenir, et le sort et les destins de l'humanité. Donc, en fait, l'électorat, c'est une minorité d'intérêt de ceux qui vivent maintenant. Pourquoi eux qui vivent maintenant peuvent décider le sort de l'humanité pour des milliards de plus de gens qui ne sont pas là encore? Alors, c'est juste une remarque, je ne sais pas comment le résoudre, mais déjà cette awareness, cette conscience qu'on fait des choses qui vont impacter énormément aux générations à venir, ça serait déjà une bonne chose. Ce n'est pas une solution. Une solution pourrait être de donner aux scientifiques un rôle plus important à côté des politiciens. Donc, on a à la fois, vous vous souvenez peut-être du triangle dont on a parlé avec Health and Happiness and Culture and Economy. Donc, ça, c'est le monde de politique et rule of law, political law. Et ceux qui sont dans la base, donc le biosphère, le matériau et l'énergie, ça, c'est le world of physics et donc le law of physics. Peut-être on pourrait imaginer une constitution où les deux partenaires jouent un rôle, je ne dis pas paritaire, mais que ça joue un plus grand rôle, qu'eux, ils auraient, par exemple, un droit de veto. C'est juste une idée. Deuxième perspective. On va permettre encore les autres intervenants. Et la dernière question, si vous, excusez-moi de vous wash you through, mais sinon on ne mangera pas, Monsieur de Margerie. Vous avez la personne la plus qualifiée pour répondre à vos questions sur l'orientation des politiques publiques est assise au premier rang en face de moi, au milieu du premier rang. Donc, vous voulez que je lui emmène que s'adresser en réalité cette question, et je serais bien téméraire de m'aventurer sur vos terrains. Je crois que la prise de conscience est en marche sur l'ampleur de ces enjeux dans la plupart de nos pays. La question est de l'accélérer, de la mener dans des conditions qui permettent à l'action publique de suivre un chemin qui a une chance d'être viable, d'être compatible avec les objectifs de développement durable. Et ça, c'est quand même un art extrêmement difficile. Et puis, il reste la prospective. Ça peut être aussi utile. Mais on sait, vous avez cité l'étude d'Akaczynski sur l'expertise en démocratie. Je crois que là aussi, c'est quand même assez difficile de porter la parole scientifique. Donc, Platon disait déjà la même chose, et ça n'a pas trop marché. Certains proposent un parlement des animaux. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Vous savez ce que Churchill a dit de Garcia. It's the worst system I know, but I don't know a better one. Donc, la dernière question, soyez s'il vous plaît bref, y compris la question et les réponses, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être bref. Donc, je parle au nom de Caritas Luxembourg, c'est ça ce que tu voulais. Oui, en fait, ma question, peut-être avant de poser ma question, je suis un peu déçue, j'avoue, d'avoir la seule personne luxembourgeoise sur la table ronde qui défend encore cette croissance verte. C'est un peu dommage d'entendre encore ça. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut continuer à consommer de la même façon qu'on a consommé jusqu'à aujourd'hui?
Ça, c'est ma question à M. Allegrez. Et puis, une question aussi pour les trois, peut-être, c'est de comment est-ce que l'État peut effectivement influencer les changements de comportement. Je pense qu'on a vu quand même qu'avec le Covid, l'État était capable de le faire, avec une communication très très forte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses là-dedans qu'on pourrait récupérer, quoi. Voilà, merci. Merci. Réponse courte. La croissance verte, d'abord, c'est de montrer que ça fonctionne, mais ça n'a rien à voir avec la consommation. Parce qu'en fait, si le PIB continue à augmenter, ce qui est dans notre scénario, ça veut dire tout simplement qu'il y aura de la création de valeur et qu'il y aura surtout des revenus. Mais quelle que soit l'utilisation que vous allez faire de ce revenu, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on va consommer davantage? Est-ce qu'on va consommer différemment? Est-ce qu'on va consommer plutôt des services publics? Ça, c'est une autre question qui mériterait évidemment d'autres explorations, mais qui n'est pas du tout en contradiction avec la croissance verte. Absolument pas. Ni d'ailleurs la distribution de ces revenus. Parce qu'il faut aussi parler de ces choses-là. Cohésion sociale, inégalité, pauvreté, etc. Sinon, de toute façon, personne ne va soutenir cette transition écologique. Une autre intervention? Ça, c'est un point où peut-être je ne suis pas tout à fait d'accord pour la raison prochaine. Nous sommes maintenant 500 millions des Européens, quand on coûte encore le Royaume-Uni, sur une population mondiale de 8 milliards qui va monter peut-être jusqu'à 10 milliards. Donc nous sommes 5%. Mais nous sommes responsables pour 50% de toutes les émissions à effet de serre. Parce que si nous déplaçons la production de l'acier vers l'Inde, ça c'est bien, les émissions à effet de serre prennent place là-bas, mais elles sont faites pour nous. Alors avec les CBAM dont je viens de parler, on a déjà corrigé pour donner le feedback. Il est très simple, dans votre question, la consommation ne peut pas continuer comme il est maintenant, et Serge a raison que Earth for All, ça retient à la 8 ou 10 milliards. Et je pense que nous avons une dette historique peut-être, parce que l'industrialisation, le processus d'industrialisation a commencé au Royaume-Uni, puis en Belgique, en Luxembourg, et tout ça. Donc si c'est notre responsabilité d'avoir émis 50% de tous les gaz à effet de serre, peut-être les frais pour le corriger, c'est aussi pour nous, ça me semble utile. Et ça veut probablement dire qu'on doit réduire notre métabolisme pour permettre aux autres d'augmenter quand même un petit peu. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'une planète, il n'y a pas une planète B. Il n'y a qu'une planète, et si 8 milliards de gens veulent achever un certain niveau de bien-être, qui bien entendu coûte de l'énergie et des ressources naturelles, la division comme on l'a maintenant ne va pas rester. Et les premières défiances géopolitiques, on commence déjà à voir. Ce que M. Modi a dit lors du G20 en Inde, ou l'annoncement de la Chine qu'ils ne vont plus nous vendre le gallium et le germanium, et c'est juste à attendre peut-être aussi pour le néodymium, c'est le matériel de magnet qu'on a besoin pour l'éolien et pour les voitures électriques. Je pense qu'il faut quand même réfléchir aussi un peu hors du niveau Luxembourg et même hors de l'Europe, mais au niveau mondial, parce que ça, c'est un défi planétaire. Et comme je viens de dire, il n'y a pas une planète B. Bien que M. Musk pense autrement, mais il n'a pas raison là. Sur ces... Oui, non, on ne va pas aller manger. On va manger un peu plus tard, Pascal. Ouais, je voulais juste quand même rapidement un peu réagir à ce que disait Georges Kronbach, pour apporter aussi un petit grain de sel politique. Bon, il a raison, évidemment. On a notre système politique n'est pas favorable aux décisions très, très courageuses. Je pense que ceci dit, ce n'est pas quelque chose d'entièrement spécifique au Luxembourg. On en parlait hier. Le pendant du NIMBY en politique, c'est le NITO. Hein. Not in my term in office. Donc c'est vrai que c'est le court-termisme ou le moyen-termisme qu'on reproche régulièrement aux hommes politiques, et c'est vrai que chez nous, à chaque fois qu'on peut mettre une tête sur une décision qui n'est pas populaire, est évidemment n'est pas quelque chose qui favorise, en tout cas pas les hommes politiques qui veulent rester longtemps en politique. Maintenant,
je pense que aussi, il faut dire, et on l'a vu avec l'exercice Luxembourg Stratégie, il y a aussi évidemment des choses qu'on n'aime pas entendre. Aussi dans les milieux industriels, on n'aime pas beaucoup le travail de scénarisation a été beaucoup critiqué. Cette idée de réfléchir à voix haute sur peut-être des lendemains un peu moins propices, où on aura moins de croissance, où on aura, de par l'effet de par exemple, des prix de l'énergie, de la rareté des ressources, qu'on ne pourra pas continuer de manière linéaire comme on travaille aujourd'hui, ce qui, je pense, est un constat assez largement partagé. Mais rien que de dire ces choses-là, ce n'est pas facile. Et on est critiqué par différents milieux qui jouent évidemment avec cette peur des politiques d'être dans la polémique et d'être exposé à la critique. Donc je pense qu'il y a aussi c'est évidemment un jeu, une dialectique entre la politique et les différents milieux intéressés. Mais je crois que, pour ma part, en tout cas, cet exercice de Luxembourg Stratégie est justement un peu la tentative d'aller peut-être un peu plus loin, ou de regarder au-delà de la prochaine échéance électorale, d'essayer de réfléchir, ou au moins de poser un cadre pour un développement économique futur qui sera peut-être un peu moins opportuniste par rapport à ce que nous avons fait toujours par le passé, où nous avons, de manière très habile, cherché souvent des niches de souveraineté pour développer une activité économique. Et je ne porte pas de jugement là-dessus, mais je crois qu'on est aujourd'hui à un moment où on a d'autres contraintes. On a des contraintes dont on vient de parler ce matin, des limites biophysiques. On a des contraintes sociétales qui vont, j'espère, nous servir à trouver d'autres secteurs économiques. Aussi, il faut dire qu'on est un autre pays qu'il y a encore 20 ans. On a une université, on a une recherche qui s'est développée, on a beaucoup de savoir-faire dans tous les secteurs économiques. Donc je crois qu'on a de meilleures cartes que peut-être par le passé. Mais à la base, vous avez raison, on a ce système politique qui remonte, qui vient du 19e siècle, du vote des notables, et auquel il faudrait certainement réfléchir pour avoir plus de courage en politique. Je remercie nos orateurs, on les congédie. On nous congédie, on va aller manger maintenant. Je vous remercie pour votre patience, pour votre attention.